Bienvenue à chacun et bienvenue à Alexandre Dufaine pour ce temps de rencontre. Bienvenue au centre documentaire sur le métier du livre à la Bibliothèque du Fond. C'est notre première conférence depuis très très longtemps et on est vraiment ravis de vous retrouver. Et merci à Alexandre d'accepter d'essuyer les plâtres. Mais je ne doute pas que la rencontre sera aussi intéressante que son ouvrage, que sont ses ouvrages. Alexandre Dufaine est directeur d'études de recherche au CNRS. Il est particulièrement spécialiste de la question de la littérature, qui va nous occuper aujourd'hui, mais d'une façon générale, tout ce qui a trait à l'écriture, à la créativité et donc évidemment à la littérature contemporaine ne lui est pas étranger. Merci à toi Alexandre pour ce temps d'échange et de rencontre. Merci Céline, merci de votre accueil. Je vais commencer par vous raconter ce qui m'est arrivé hier soir et qui est une manière de comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui s'est déjà passé par rapport à notre conception, nos habitudes, notre rapport à la littérature. Hier soir, j'étais à un festival qui s'appelle Extra à Beaubourg, qui est un grand festival, qui est un festival de littérature vivante, qui s'intitule de littérature vivante. Déjà, la question fait très claire. Qu'est-ce que c'est que la littérature vivante? Qu'est-ce que ça serait que la littérature morte? Et ce festival a comme particularité de mettre la littérature en scène, de l'exposer, de la performer, c'est-à-dire que quelqu'un va en fait jouer, rejouer, inventer un texte littéraire devant les spectateurs. Et clairement, on avait un écrivain, mais une partie de l'œuvre de cet écrivain, c'était de faire des livres, qui s'appelle Thomas Clair, mais une partie de son travail, c'était aussi de mettre en scène sa vie avec un jeu de performance où il apparaissait en pyjama, il apparaissait avec une pancarte, avec marqué «J'ai peur», et il nous expliquait finalement comment il était devenu écrivain à partir de ses peurs, à partir de ses habitudes, à partir de son moi. Donc c'était vraiment une vision très originale que cette littérature en pyjama finalement, cette littérature avec des pancartes, cette littérature qui se disait devant un public qui assistait à quelque chose qui se passait dans l'instant. Et la littérature apparaissait aussi dans des pancartes, dans des panneaux, elle était exposée, comme on dit aujourd'hui. Elle n'était donc pas cette solitude, cette communication qu'on a avec un grand écrivain dans une pièce où on s'est enfermé pour lire. Elle avait au contraire toutes les dimensions d'une relation sociale. Nous étions en société, nous interagissions. Le choc des cultures par rapport à des conceptions plus traditionnelles de littérature était aussi fabriqué par l'affiche. L'affiche mettait en scène une jeune femme avec un look un peu punk, tatouée, tenant un livre. Et cette affiche du festival a fait beaucoup de polémiques. On a considéré qu'il y avait quelque chose comme une désacralisation de la littérature parce qu'elle tenait un Baudelaire, elle tenait un petit livre de Baudelaire, un petit livre de poche. Or, le petit livre de Baudelaire, le petit livre de poche, ça représente au fond la littérature à l'ancienne. C'est-à-dire un écrivain qui est en dehors du monde, qui a moqué la morale publique, qui a favorisé un geste esthétique dans lequel le poète s'élève au-dessus de la cité et va nourrir nos imaginaires de métaphores nouvelles, de son imagination fantastique. Et clairement, voir ce petit livre qui représentait aussi le format traditionnel de ce que c'est que le livre depuis l'industrialisation de la littérature au XIXe siècle, et puis le fait qu'on fasse des livres pas chers, que tout le monde lise, de voir dans les mains d'une jeune femme qui en faisait quelque chose d'autre, qui le montrait comme ça, qui le lisait, c'était un choc des cultures. Et sur mon Facebook, beaucoup de gens ont réagi en disant cette image est très moche, ça va pas du tout de mettre la littérature dans
dans de telles représentations qui ne l'ennoblissent pas, qui la banalisent, qui la confrontent à la création contemporaine, qui la confrontent à l'art contemporain. Et je crois que ce choc finalement culturel de voir une littérature mise en scène, inventée dans la relation avec le public, et non pas une littérature sacralisée, divinisée, qu'on allait regarder avec un petit peu d'intimidation dans une bibliothèque lorsqu'on y entrait, guidé par le bibliothécaire qui était une sorte d'intermédiaire spirituel qui vous amenait à la grandeur littéraire, à la beauté littéraire, au dépaysement. Bien, je crois que ce choc culturel nous dit beaucoup de débats qui animent le mouvement contemporain. Est paru il y a quelques jours un essai d'Alain Finkielkraut qui s'appelle L'après-littérature, dans lequel il considère que cette littérature démocratique, cette littérature qui pose la question de l'inclusion, qui pose la question des identités concrètes de ceux qui lisent, qui est une littérature que j'appelle d'intervention, c'est-à-dire qui va dire quelque chose dans le débat public, comme le fait, je sais pas, Vanessa Springora lorsqu'elle va dénoncer les abus sexuels, une littérature qui va prendre part à la circulation contemporaine des idées, eh bien n'est plus cette littérature noble, humaniste, éducative. Et donc Alain Finkielkraut s'en prend beaucoup à ce tournant qui est opéré à partir des années 80, quand la littérature est un petit peu sortie de sa tour d'ivoire. Et il s'en prend notamment à mon bouquin, en tout cas pour lui, la littérature est morte. Et cette idée que la littérature est morte, c'est une idée qui a beaucoup fonctionné autour de l'an 2000, au sentiment de changer de millénaire, changer d'ère. Et c'est un moment où on a vu beaucoup de livres fleurir sur la mort de la littérature. Ça a été vraiment un moment où tout le monde a déploré la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, la mort de la littérature qui était concurrencée par d'autres formes, d'autres pratiques culturelles. C'est le début des séries, c'est un moment où on s'est inquiété de la baisse de la lecture, où la lecture s'est transformée, où la lecture, les grands lecteurs, ce qu'on appelle les grands lecteurs, ont clairement diminué. Ceux qui disent, je crois, je sais plus qui est là, vous saurez me dire ça, mais ceux qui lisent plus de 10 livres par an, quelque chose comme ça, où ces grands lecteurs ont baissé, et où la littérature s'est démultipliée, où en fait le livre est devenu un espace où il y avait des livres de cuisine artistique, des romans graphiques, où on avait des textes de témoignages, des textes d'enquête. Et la manière dont la grande, la noble littérature s'est retrouvée confrontée à cette effervescence d'objets littéraires difficilement identifiables a conduit, je crois, dans les années 2000 à s'inquiéter d'une mort possible de la littérature. Et dans cet essai, je pars d'une polémique qui a eu lieu à ce moment-là, autour du moment où Bob Dylan a reçu son prix Nobel de littérature. Eh bien, loin d'être quelque chose que tout le monde a acclamé avec enthousiasme, tout le monde n'a pas apprécié, tout le monde n'a pas considéré que c'était un grand poète aussi à sa manière, mais au contraire, on a reproché plein de choses à Dylan. On lui a reproché d'être quelqu'un qui faisait de la musique. Or, la littérature, dans sa pureté, ne devait pas se mêler des autres arts. C'était un art supérieur qui entretenait un rapport direct, un rapport immédiat avec l'absolu à travers le langage. Et donc, l'idée que la littérature se fasse avec une guitare a choqué beaucoup de puristes qui se sont un peu indignés du Langella en disant c'est pas un écrivain. C'est pas un écrivain. On s'est aussi indigné du fait que ça soit
un écrivain qui ait du succès. Parce que dans l'ADN de notre vision de la littérature en France, la grande littérature, c'est pas une littérature à succès. Il y a deux pôles très très opposés, hein, et le sociologue Pierre Bourdieu a montré qu'ils étaient totalement antinomiques, hein, dans notre représentation de la littérature. Il y a la grande littérature, la littérature que Bourdieu appelle restreinte, qui elle n'a pas de succès, qui est difficile, qui est hermétique, qui interroge le lecteur, qui le bouscule, et celle-là, évidemment, elle a un public réduit, elle ne peut pas recevoir une immense audience. Et à côté de cette littérature restreinte, il y a une littérature populaire, une littérature qui est jugée facile, qui est jugée en dehors de l'intérêt de l'enseignement. Hein. On ne va pas mettre au programme d'Herminal des livres de Marc Lévy ou de Guillaume Musso. Et cette littérature grand public, elle fait peur, elle désoriente les écrivains qui se trouvent, au fond, j'y reviendrai, partagés entre l'aspiration au succès et puis l'idée quand même que dès qu'on a un peu de succès, on n'est plus vraiment un grand écrivain. Parce que un écrivain à succès, ça peut pas être un écrivain exigeant, ça peut pas être quelqu'un qui fait de la littérature pure. Et l'écrivain s'est trouvé pris dans cette tension-là. Et Bob Dylan s'est trouvé pris dans cette tension-là. Et on a vu des gens reprocher à Bob Dylan de gagner de l'argent. C'est impur pour un écrivain. C'est mal de gagner de l'argent en faisant de la littérature, puisque circule quand même de manière très très puissante dans les imaginaires communs l'idée que l'écrivain, il fait partie de la bohème. C'est un petit peu un misérable qui doit quémander, il s'est mis en dehors de la société. Il a un savoir particulier, il a un savoir propre, un savoir sans doute supérieur. Hein, il communique avec les muses, il est inspiré par des divinités psychopompes. C'est quelqu'un qui va nous remplacer finalement une divinité, une religion auquel on ne croit plus beaucoup, par une nouvelle religion qui est une religion de l'art. Et donc cet écrivain, il ne doit pas être sur des pochettes de disques, il ne doit pas être près de tout le monde avec une guitare. Et l'idée que Bob Dylan soit quelqu'un de populaire, que ça soit quelqu'un qui fasse du folk, semblait vraiment tout à fait opposé à l'idée qu'on puisse lui accorder un prix Nobel. Et ce sont des polémiques qui s'étaient déjà d'ailleurs formulées quelques années auparavant, lorsqu'on avait donné le prix Nobel à Alexandra Alexievitch, vous savez, cette prix Nobel qui venait d'une tradition tout à fait différente, qui était celle de la littérature de reportage, de non-fiction. Alexandra Alexievitch est biélorusse, elle avait enquêté sur la chute du communisme, et clairement, on avait reproché à Alexandra Alexievitch d'être plutôt du côté du journalisme, finalement, que du côté de l'élaboration, du travail du langage. Et vous voyez, c'est sur ce type de conflit, de débat, que toutes les polémiques sur la mort, la fin, l'après, le déclin, la disparition, la décadence de la littérature ont fait florès dans les années 2000. Et c'est donc pour essayer de comprendre finalement pourquoi on n'était plus d'accord sur ce qu'on appelait la littérature, pourquoi certains considéraient que Virgile Despentes était un grand écrivain et donc pouvait faire l'objet de colloques universitaires, et pourquoi d'autres disaient que non, Virgile Despentes, elle n'avait pas de style, elle n'avait pas de langue. C'est sur ces débats-là que je me suis penché. Et si vous voulez entendre ces débats, c'est très simple, vous allumez le masque et la plume le dimanche soir. Chaque fois que vous avez une émission littéraire, vous retrouverez toujours deux pôles. Vous retrouverez un pôle qui va dire, par exemple, je sais pas, sur le dernier texte d'Amélie Nothomb ou sur des ouvrages un peu populaires, vous allez trouver des gens qui vont dire qu'est-ce que c'est que ça, il n'y a pas de style, il n'y a pas de langue, il n'y a pas d'effort, c'est facile, ça se lit vite.
tout le monde peut lire ça dans le métro. Et d'autres qui vont dire, mais non, c'est pas grave, c'est maintenant ça la littérature, c'est quelque chose qui peut plus démocratiquement prendre en charge des sujets de société. Et ce type de débat, au fond, il anime nos conversations. Lorsqu'on n'est pas d'accord sur ce que c'est qu'un bon roman, est-ce qu'un bon roman, il doit être remarquable par une langue qui doit vous frapper, ou est-ce qu'un bon roman, ça peut être simplement un roman qui a un bon sujet? Est-ce qu'un texte qui parle d'un fait de société, une littérature qui a vraiment des objets très définis, qui posent des problèmes moraux, qui posent des problèmes sociaux, qui posent des problèmes politiques, est-ce qu'on peut considérer que cette littérature qui est aux prises avec le contemporain, eh bien, elle est encore digne d'être considérée comme littéraire, ou est-ce qu'on va considérer que c'est juste des livres, des reportages, des documents, et ça se pose régulièrement. Des gens comme Florence Aubenas, moi que j'aime beaucoup, l'auteur d'Inconnu de la Poste, qui est une journaliste, son statut, il est très flottant. Est-ce que Florence Aubenas, c'est un écrivain littéraire, ou est-ce que c'est simplement un journaliste qui fait du narrative journalisme, du journalisme de récit, de non-récit, qui se retrouvait aux marges de l'institution. Et je m'étais rendu compte que ces questions étaient vraiment très virulentes, parce que j'avais fait un livre sur la question de la réparation. En 2017, c'était Réparer le monde, et je m'étais intéressé à ce moment-là à la manière dont les écrivains contemporains voulaient aider les lecteurs, aider la société à travers leurs textes. En tout cas, même s'ils ne voulaient pas eux-mêmes explicitement intervenir dans nos vies, faire du bien, tous les discours autour de la littérature convergeaient pour considérer que qu'on le veuille ou non, lire un livre, ça vous rendait plus heureux, ça vous rendait meilleur, etc. Là, vous voyez d'ailleurs la couverture d'un magazine Sciences Humaines qui a fait comme ça un numéro qui a très bien marché cet été. Je fais un article dedans, ça s'appelle Comment la littérature peut changer vos vies. Donc l'idée que la littérature, elle soit un mode d'action dans nos existences, était une idée qui, moi, m'était apparue très clairement à lire les couvertures des livres, à lire les discours des bibliothécaires qui vantaient le rôle positif de la littérature lorsqu'on est confronté à des épreuves, à des maladies, etc. Et hier, Thomas Clair, qui était l'écrivain qui faisait sa performance, disait, quand il avait sa pancarte « J'ai peur », en disant que pour régler ses peurs existentielles, le texte, le livre, l'aidait profondément. Et cette idée-là, j'ai retrouvé dans toute une littérature qui était une littérature qui allait au plus près des drames de l'existence, au plus près du drame de la maladie, dans toute cette littérature de deuil extrêmement présente, extrêmement féconde aujourd'hui, ces écrivains qui vont aller rechercher la mémoire de celui qui vient de mourir, qui vont enquêter sur un aïeul disparu, toute une littérature qui va s'intéresser aux maladies. Ça a commencé avec le monde du sida, qui a peut-être arrivé le moment où toute une jeune génération d'écrivains, qui étaient pourtant à l'origine des écrivains formatistes, épris de la beauté de la langue, eh bien, on fait rentrer des préoccupations tout à fait triviales, comme le fait Henri Guibert, de l'état de ses veines et de sa santé en littérature, et on réussit à faire rentrer la maladie dans le champ littéraire contemporain. Et Henri Guibert est un immense écrivain, et nombreux dans cette génération-là ont commencé à montrer que la littérature, c'était aussi un recours pour toute cette génération qui a été arrachée, qui est morte infiniment trop tôt. Et toute la littérature ensuite qui a fleuri autour de la maladie, autour du cancer, un autre thème très important, la maladie d'Alzheimer. Là, je travaille en ce moment sur la maladie d'Alzheimer. C'est par dizaines et des dizaines que les récits sur Alzheimer sont présents. Toute cette littérature donc avait un rôle, avait une finalité qui était au fond d'aider celui qui écrivait, qui était de l'accompagner dans son rapport difficile à l'existence,
Et cette littérature d'accompagnement, d'aide, que j'ai appelée littérature de réparation, on la trouve aussi dans la manière dont la littérature avait un rôle dans le champ social, dans ce que j'ai appelé la littérature relationnelle, la littérature qui aidait à faire du lien, littérature qui était celle d'écrivains qui parlaient par exemple, de provinces abandonnées, de provinces vieillissantes, Marine Lafont, par exemple, ou Pierre Bergogneau, cette littérature qui parlait du chômage, qui parlait de la désindustrialisation, François Bon, enfin, de beaucoup de textes de littérature qui prenaient en charge finalement les problèmes de société. Eh bien, je me suis aperçu que défendre l'idée que pour maintenant la société, la littérature avait une utilité, était assez polémique. On m'a reproché de défendre une littérature qui n'était plus pure, puisque en fait, lorsque l'art au sens moderne s'est défini à la toute fin du XVIIIe siècle, avec l'école de Iéna, avec Emmanuel Kant, etc., on a défendu l'idée que l'art devait être pur, il devait être sa propre fin. Que quelque chose qui avait d'autres fins que lui-même, eh ben, ça pouvait pas être de l'art. Alors Kant avait une expression un petit peu compliquée, il disait que l'art devait être sa propre finalité, et ne devait pas être gouverné par des préoccupations sociales. Eh bien, cette conception-là, elle continue d'être très active, et le livre a été attaqué. On m'a expliqué que c'était faire déchoir le grand projet esthétique de beauté dans les contingences du monde, et que si la littérature avait réussi à se libérer de la société, se libérer de la morale, se libérer des contraintes, des injonctions sociales, c'était bien triste de la faire retomber dans des petits problèmes comme les maladies, le chômage, les problèmes de la société contemporaine. Donc cet essai avait aussi fait un petit peu polémique. On m'avait reproché de vouloir défendre une littérature très démocratique, puisque je m'intéressais non seulement à la littérature blanche, celle qu'on trouve chez Gallimard, mais aussi à celle que les gens ordinaires écrivent, qui écrivent en s'autopubliant, qui écrivent en déposant des manuscrits dans l'association pour l'autobiographie, qui est une grande association qui recueille des écrits personnels. Donc je m'étais beaucoup intéressé aux écrits ordinaires, comme on dit maintenant. Je m'étais beaucoup intéressé aux écrits numériques, et donc pas seulement aux écrits de textes validés par les gardes, les protecteurs du temple de la littérature, de l'Académie et de la maison Gallimard. Donc ça avait été de très jolis débats. Du côté, j'ai été attaqué par l'extrême gauche et par l'extrême droite. L'extrême gauche me reprochait de priver la littérature de son pouvoir de subversion, en expliquant que la littérature elle pouvait nous aider à nous comprendre. On m'a opposé l'idée que la littérature devait rester un problème, une énigme, une difficulté, et qu'elle ne pouvait pas être donc quelque chose qui donne des solutions, qui accompagne les solutions. Et du côté de la droite, on m'a dit c'est pas du tout convenable de démocratiser comme ça l'écriture, et donc de faire sortir la littérature de sa position assez aristocratique. Mallarmé disait que l'écrivain pouvait être démocrate dans un bureau de vote, et que quand il était écrivain, il était forcément aristocrate. Je crois que c'est une idée qui est très forte. Stendhal disait que la littérature devait s'écrire pour les happy few. Il y a encore cette idée d'un cercle, d'une élite, et donc ça, c'est une idée qu'on m'a beaucoup opposée. Donc voilà, j'ai circulé dans ces polémiques, dans ce moment très compliqué de débat sur l'éventuelle fin, mort, transformation de la littérature, une inquiétude culturelle qui est ancienne, bien sûr. Il y aura d'autres moments dans l'histoire de la culture où on s'est inquiété de la fin de la lecture, de la fin du humanisme. Il y a eu plein d'inquiétudes qui maintenant nous semblent un petit peu désuètes. Platon, lui, avait très peur de l'écrit.
pensaient que seule la vraie présence, la réelle présence était assurée par le rapport oral, et donc par la tragédie, et donc l'idée que l'écrit puisse être un vecteur de savoir, de connaissance et de représentation faisait un petit peu peur à Platon. Maintenant, c'est que le contraire, c'est la foi dans le livre écrit, dans ces temples modernes que sont les bibliothèques, finalement. Mais en tout cas, les inquiétudes sur la manière dont se transforment les pratiques culturelles autour du langage sont des vieilles inquiétudes. Néanmoins, elles avaient quand même trouvé dans le tournant du millénaire un moment clairement où s'exprimer de fortes peurs par rapport aussi à un moment où l'écrivain se socialisait, aller à la rencontre de ses lecteurs, aller dans des ateliers d'écriture, travailler dans des EHPAD, travailler avec les migrants, où l'écrivain, au fond, n'était plus forcément l'opposé du journaliste, l'opposé du sociologue, mais travaillait main dans la main avec l'historien, le journaliste et le sociologue. Donc c'est sur cette crise, en fait, que ce bouquin se penche, en fait, et en fait, je me suis aperçu que je pouvais résoudre ces conflits de valeurs, ces débats seulement en comprenant, en fait, que la littérature n'était pas quelque chose qui était une essence immobile, une essence définie comme si c'était une vérité divine, mais était quelque chose qui était construit par la société. Et que on passait d'une littérature qui était construite comme un espace à part, un espace de distinction, à une littérature qui était au fond plus présente, plus directement insérée dans le cours de nos vies, le cours de nos existences, qu'on pouvait rencontrer dans le métro, qu'on pouvait rencontrer dans des adaptations, que la littérature était là aussi dans les séries qui étaient adaptées de la littérature, que la littérature était là dans les formes d'expression qu'on a, que la poésie pouvait être dans un post Facebook ou dans un post Instagram, et c'est donc cette littérature socialisée, démocratisée, que j'ai voulu décrire. Alors pour vous faire mesurer un petit peu ces transformations-là, j'ai essayé de reprendre au fond tout ce qui changeait. La première chose qui changeait, c'était l'histoire littéraire. L'histoire littéraire, elle s'était beaucoup construite. Moi, je viens d'un monde qui est issu de la vieille Sorbonne, je sais pas, c'est l'agrégation à la vieille Sorbonne, etc., où la littérature, ça commençait en gros avec les classiques, et ça finissait avec les années 50. Ensuite, on ne comprenait plus trop. Et en fait, l'extension du champ littéraire, c'était d'abord de s'intéresser à des formes littéraires qui étaient complètement passées sous le radar par cette vision de la littérature. Que ça soit la poésie médiévale qui était chantée, que ça soit le théâtre populaire du XIXe siècle, que ça soit les jeux littéraires à la cour, dans les salons du XVIIe siècle, tout ce qui ne ressemblait pas à un livre fermé, à un roman, était clos. Et au fond, la littérature, elle naissait au XIXe siècle avec le livre au sens moderne, et donc elle était incarnée exemplairement par les grands écrivains, Baudelaire, Flaubert, etc. Et ça laissait de côté des pans entiers de la culture. Des pans entiers de la culture, au XIXe siècle, ce que les gens disent, c'est pas Flaubert, c'est Jean Genette, qui fait des romans un peu méprisés, c'est Dumas, que les gens disent massivement. Donc il y avait un écart qui se creusait, qui était vraiment creusé entre ce que les gens pouvaient lire, le rapport qu'ils avaient avec la littérature, et notre conception scolaire qui s'est construite au XIXe siècle, où
la littérature est devenue le lieu de l'enseignement d'un rapport à la forme linguistique, au style, à l'écriture, qui n'a pas toujours été. Donc le premier geste, c'était vraiment de prendre la longue histoire de la littérature. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, qui s'appelle Florence Dupont, qui s'était interrogée là-dessus, et sur tout le monde antique. Et elle a expliqué comment on ramenait le monde antique à l'idée que la littérature c'était déjà des livres qu'on lisait silencieusement, qu'on se passait ça. En fait, c'est pas du tout ça. Elle a fait un bouquin assez marrant qui s'appelle d'Homère à Dallas, dans lequel elle explique que l'Odyssée, c'est essentiellement des gens qui se racontent des histoires de manière interactive autour de banquets. Et le monde romain, il n'y a pas de lecture silencieuse, il n'y a pas de lecture solitaire, et ce qu'on lit, c'est pas des romans qui sont destinés à raconter la manière dont une langue va interroger le monde. Ça n'a rien à voir. C'est des histoires drôlatiques, c'est des histoires exemplaires. C'est pas du tout ce qu'on met dans la littérature au sens moderne. Eh bien, en fait, je crois qu'on est dans un moment où on redécouvre de très nombreuses formes littéraires anciennes, simplement qui ne ressemblent pas à Madame Bovary. Et j'aime infiniment Madame Bovary, mais toute la littérature ne ressemble pas à Madame Bovary. Et clairement, il y a une première extension qui vraiment consiste à étendre un peu ce qu'on entend par littérature, à s'intéresser à l'oralité, à s'intéresser aux littératures populaires, à s'intéresser, je sais pas, au théâtre de foire, autant que au théâtre qu'on joue à ce qui viendra la Comédie Française. Et à comprendre la continuité qu'il y avait entre Molière et justement la Commedia dell'arte, et à ne pas mépriser des formes qui n'étaient pas forcément passées par l'écrit. Parce que sinon, on comprend pas plein de choses. On comprend pas pourquoi certaines œuvres n'étaient pas signées, pourquoi elles étaient collectives. Si on ramène tout à l'idée que c'est un auteur qui va écrire une œuvre destinée à être sous forme d'un livre écrit, ça, c'est pas toute la littérature. De même, la géographie qu'on a appris de la littérature a été très très étroite. Bon, on n'a jamais fait lire un auteur francophone. Ça n'existait pas. Or, si vous allez maintenant à l'étranger, la littérature française, en fait, ça n'existe plus. C'est la littérature francophone. Vous allez dans une fac américaine, vous ne verrez pas très peu d'auteurs français de France. La langue française, elle s'appréhende d'abord par les écrivains francophones. Donc il y a une extension géographique extrêmement importante à faire en dehors des pratiques européennes. La littérature, c'est pas que la manière dont l'Europe a inventé ses grands écrivains. C'est pas que le canon des grands écrivains européens, c'est aussi beaucoup d'autres choses. C'est beaucoup de pratiques littéraires. La littérature, c'est aussi en Iran des poètes qui vont dans des stades et qui déclament des textes devant 10 000 personnes. C'est ça aussi la littérature. C'est aussi des pratiques théâtrales sacrées en Inde. La littérature, c'est aussi des formes de spectacles rituels au Japon. Je suis très très heureux d'avoir un de mes collègues japonais qui est présent aussi, mais quand vous voyez un spectacle de kabuki, là c'est pas vraiment votre conception occidentale de la littérature qui vous permet de comprendre. Il faut vraiment s'adosser à un autre rapport où effectivement le kabuki est peut-être plus proche du spectacle rituel de la tragédie grecque ou de la comédie grecque que de ce qu'on entend aujourd'hui par le théâtre. Clairement, on est loin de ce qui se joue à l'Odéon. Et donc j'ai essayé d'étendre un peu l'histoire, la géographie, mais aussi les formes, les genres, en dehors de cet objet qu'est le livre. Je me suis beaucoup intéressé aux écritures hors du livre, aux écritures numériques en particulier. J'ai découvert à mon avis un truc incroyable, c'est le Wattpad. Wattpad, c'est un site où les gens écrivent de manière collaborative et interactive des histoires qui sont des histoires sans orthographe, très amateurs,
mais souvent extraordinairement vivantes. Et toute la, on dit que les adolescents n'écrivent pas, que les gens de la banlieue n'écrivent pas, mais si. Ils sont sur Wattpad, c'est comme ça qu'ils racontent leur vie, ils transforment leur expérience leurs questions d'identité culturelle, religieuse, spirituelle, en récit sur Wattpad, et ils font ça de manière extrêmement différente de la ritualité traditionnelle de l'écriture. Ils font ça en interagissant avec leurs copains, ils font ça en racontant des histoires de vampires, ils font ça en racontant des histoires hyper romanesques, inspirées d'Harry Potter, et ça c'est des dizaines, des centaines de milliers d'histoires qui sont produites sur Wattpad. Et je crois que maintenant, les formes d'écriture, elles passent aussi par les réseaux sociaux, elles passent aussi par les écritures numériques. Donc j'ai été voir la bande dessinée, j'ai été voir le roman graphique, j'ai été voir la littérature performée, j'ai été voir des artistes qui jouent des lettres pour en faire des tableaux, pour en faire des performances. J'ai été regarder du côté de gens comme Sophie Calle. Sophie Calle, où est-ce que vous la mettez? Est-ce que c'est l'artiste contemporain? Est-ce qu'elle fait des installations? Est-ce qu'elle fait aussi des textes? Donc j'ai essayé de comprendre que la littérature n'était pas que la rentrée littéraire. Et même cette rentrée littéraire, je me disais, elle ne ressemble plus à une rentrée littéraire à l'époque des éditions Minuit. On avait des romans formalistes difficiles qui étaient là. Non, c'est une rentrée littéraire dans laquelle on a des textes très forts qui prennent en charge vraiment des questions, des débats contemporains. Là, je lisais hier soir avant de dormir un très beau texte sur l'histoire d'amour adultère de Marie Pourchet, magnifique, j'espère qu'elle va avoir pris mon cours. Elle a une écriture très, très polyphonique, au plus proche des sensations et des êtres, et tout à fait trivial par moment, hein, vraiment racontant la trivialité de l'expérience de cette relation amoureuse un peu improbable, et un sujet très banal. Donc ça ne rentre pas dans le canon d'une littérature qui va raconter un voyage spirituel, comme pouvait le faire Julien Gracq, ou qui va mettre à distance de manière très ironique cette histoire d'adultère comme le fait Madame Bovary de Flaubert. C'est donc vraiment autre chose. Et donc dans cette rentrée littéraire, je me suis aussi intéressé à un texte que j'aime beaucoup, d'une sociologue qui s'appelle Christine Détré, qui a fait une enquête sur sa mère, qui est morte lorsqu'elle avait 3 ans, et donc son texte, lui aussi je pense aura un prix littéraire, est un travail documentaire où elle va dans les archives, où elle raconte la manière dont elle va essayer de retrouver quelque chose du témoignage, des témoignages, des documents de sa mère morte, et là il n'y a pas du tout d'écriture, hein, c'est vraiment une sorte de documentation, et parfois quand il y a un petit peu de poésie, la poésie elle naît du grain de l'archive, du coup du papier, de l'émotion, de la rencontre avec un témoin, ou de la rêverie sur le destin de sa mère. Et donc là aussi, ça ne ressemble pas au schéma traditionnel. Donc, ce sont toutes ces formes d'extension qui voient des écrivains être à la fois des écrivains et des journalistes. C'est ce que fait Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère dit lui-même que le journalisme, c'est de la littérature comme la tragédie. Pour Carrère, il n'y a pas de raison d'opposer littérature et journalisme. Et ce sont des gens comme lui, comme Sylvain Tesson, comme des écrivains voyageurs, pour lesquels l'écriture, la première personne du voyage, le rapport à soi qu'on construit dans l'isolement du monde, comme dans son récit en Sibérie, dans les forêts russes, là, eh bien c'est aussi la littérature, ça participe aussi de la littérature, autant que des grands romans qui vont mettre en scène des types sociaux, comme chez Balzac. Hein. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus étroit par rapport à notre manière dont nous-mêmes, ordinairement, questionnons le monde, nous demandons si ceci est bien, ceci est mal. Et je crois que cette littérature
n'est pas moins littéraire. Quelqu'un que j'admire beaucoup, avec qui j'ai l'occasion d'échanger souvent, qui est Maïs de Kerangal. Quelqu'un qui va à la fois être dans une littérature très, très lyrique, mais en même temps dans une attention très écologique à la manière dont le monde vivant se fait entendre. Et elle va être très attentive au métier, elle va être très attentive à la réalité de l'expérience de la maladie, de réparer le vivant. Elle va vraiment s'intéresser à ce que c'est concrètement une greffe de cœur. Dans ses textes, elle va vraiment aller au plus près d'un vocabulaire technique, un vocabulaire très très en description de l'expérience. Et je crois que cette manière dont elle est à la fois lyrique et dont elle écrit, je trouve, splendidement, et en même temps dont elle fait venir en littérature des questions qui n'étaient jamais venues, hein, le travail du chirurgien, la situation de l'infirmière le petit matin lorsque elle sait qu'une personne est morte et une autre elle va survivre grâce à une transformation cardiaque, et ses réflexions, ce qu'elle va manger au petit déjeuner, sont des choses qui peuvent sembler triviales hein, par rapport à la littérature, mais pourtant Maïs de Kerangal en fait, je trouve, un texte tout à fait admirable. Donc ce sont vraiment ces écrivains qui n'hésitent pas à aller au plus près de leurs lecteurs, ces écrivains qui essayent d'entreprendre souvent des dialogues concrets avec leurs lecteurs en allant dans les festivals, en interagissant avec eux, et donc cette transformation de l'institution littéraire qui m'a semblé vraiment intéressante. Et donc vous voyez qu'on n'est plus dans cet écrivain distant, dans cet écrivain un petit peu supérieur, mais on a maintenant des écrivains avec qui on peut échanger. Et nous-mêmes, de plus en plus, on se vit comme des écrivains nous-mêmes. On dit depuis longtemps, c'est quelque chose qui inquiétait déjà de la fin du XIXe siècle, l'idée que tout le monde veut écrire un livre. Et maintenant, clairement, avec l'autopublication, avec les réseaux sociaux, l'écriture est devenue une pratique pour beaucoup d'entre nous. Hein. Durant le confinement, une enquête a montré que par 10% des Français avaient commencé un travail d'écriture. 10% des Français. Donc, on est clairement dans une autre ère que dans l'idée que la littérature appartienne uniquement à quelques élus qui vont être les pasteurs de lettres, comme dirait Heidegger, les prêtres d'une religion supérieure. Nous pouvons écrire et il n'y a pas de honte à écrire avec la maladresse de nos propres textes. Donc ce sont toutes ces transformations, cette curiosité nouvelle du monde à l'égard du réel, cette volonté d'intervenir de plus en plus politique. J'ai réalisé une grande enquête qui paraîtra en janvier sur littérature et politique. J'ai été interviewé 26 écrivains et tous m'ont répondu, tous. La littérature est politique, non pas parce que elle est au service d'un parti, parce qu'elle fait des romans à thèse, parce qu'elle déploie une idéologie, mais parce que eh bien, elle va interroger, modifier, transformer notre rapport au monde en ouvrant des champs qui restent inaperçus, en dévoilant, parce que elle va interroger le langage commun, elle va interroger les catégories communes, parce qu'elle va modifier les cadres de notre expérience. Et clairement, ce rôle actif, ce rôle politique de l'écrivain, je crois que c'est aussi quelque chose qui est nouveau et qui, je crois, peut faire débat. Hein. Clairement, Alain Finkielkraut, il n'aime pas que l'écrivain il ait ce rôle politique, et donc l'écrivain doit rester dans un savoir distant, il doit regarder le monde à distance, hein, et non pas de près, non pas en voulant intervenir, il ne doit pas subir sa félacité. Et ben, moi, je suis au contraire sensible à l'importance maintenant que les textes ont dans les luttes d'émancipation, la manière dont la littérature est au service des grandes questions de notre temps, l'égalité par rapport aux minorités, par rapport ce qu'on appelle les subalternes, les gens dominés,
la manière dont la littérature est mise au service du renversement des rapports de pouvoir, la manière dont la littérature est mise au service de la cause féministe, qui me semble être une des grandes causes de notre temps, la manière dont la littérature est mise au service de la cause écologique, de la cause environnementale, dont les écrivains vont parler de la question des abattoirs, les écrivains vont parler de la question des arbres, des forêts, donc vont essayer de rendre une place à une nature silencieuse. Eh bien, je crois que, de ce point de vue-là, la contribution des écrivains contemporains au débat de société, elle est fondamentale et essentielle, me paraît vraiment importante. L'écrivain parle des grandes questions morales de notre temps, la question de la vie et de la mort, la question de l'éthique de la vie, la question de l'éthique du consentement, qu'est-ce que c'est consentir, la question de la domination, la question du soin. Là, je travaille sur un colloque sur la littérature équestre, la notion de soin. Qu'est-ce que c'est que la place de ceux qui sont des aidants, des soignants, bien toutes ces grandes questions de société qui sont vraiment fondamentales dans une société un petit peu inquiétée, en crise, dans laquelle les liens traditionnels ont tendance à se défaire, doivent se réinventer autrement. Bien, je crois que les écrivains d'aujourd'hui en parlent, en font des sujets, et j'accueille, je crois, de manière vraiment intéressée. J'essaie de donner une place dans la critique, dans l'histoire littéraire, à cette transformation de la littérature contemporaine. Donc voilà un peu le travail que j'essaie de faire dans ce livre. Je crois que je commence déjà à dépasser le temps et qu'on va garder un petit peu de temps pour discuter, mais au fond, c'est cette extension de ce qu'on appelait communément la littérature et les belles lettres, dans un moment où la littérature est au cœur, peut-être au cœur de nos grands débats de société, de nos vies ordinaires, que j'essaye d'interroger. Merci pour cette exposition assez complète de ce que j'ai perçu dans ton livre, que tu prends par plusieurs côtés et sur lequel tu reviens, et d'une façon générale de ta propre recherche. Chez moi, ça a suscité plein de questions et je les résumerai sans doute en 3 aspects différents. Je te propose qu'on s'arrête par étapes. Tout simplement, je vais juste commencer par un détail. Dans plusieurs de tes moments et de partage, on aurait pu remplacer le terme de littérature par le terme de bibliothèque. Et pour moi, il y aurait eu vraiment le même écho. Cette dualité entre un lieu de savoir, de connaissance immémorielle, voire le temple de la connaissance que tu as cité tout à l'heure pour la bibliothèque, ou au contraire ce lieu d'inclusion, d'accessibilité, capable de rendre compte des faits de société et d'accueillir tout le monde dans sa diversité. C'est aujourd'hui très exactement les problématiques que les propres bibliothèques que nous sommes ici, nous traversons. L'association des bibliothécaires de France ne cesse de se répéter en se demandant mais de quoi la bibliothèque est-elle le nom. On va raconter, je ne sais pas si c'est vrai qu'au début, dans les premières bibliothèques de Paris, le bibliothécaire était les lecteurs n'avaient pas accès aux livres. Les bibliothèques faisaient une sorte d'écran. Et effectivement, c'était l'époque catholique de la littérature en bibliothèque. Finalement, on devait vraiment mettre à distance et passer par ce prêtre qui était bibliothèque pour avoir accès au savoir. Et ensuite, dans un deuxième temps, il y a eu la réforme et on a autorisé le lecteur à aller directement toucher le livre lui-même sans avoir besoin directement de se connecter à la bibliothèque. C'est assez vrai en fait, effectivement. Alors c'est pas les bibliothèques forcément de Paris, c'est dans l'histoire des bibliothèques. Les livres sont en réserve, ils sont tous identiques, et seul le bibliothécaire sait les repérer puisqu'ils ont tous couvert de la même façon. Et de la même façon aussi, l'accessibilité n'est pas forcément complète. Elle est ouverte à l'homme de bonne volonté et de bonne connaissance. Donc cette démocratisation de la bibliothèque se fait par étapes et effectivement avec cette idée que la transmission du savoir doit quand même se faire de façon, disons, entre gens de bonne composition. Et puis ensuite, démocratisation, et l'une des premières révolutions va être de proposer effectivement
de mettre en accès direct les ouvrages et pas en prêt indirect. Normalement, on les demande et ensuite on les a. Et donc l'accès direct, c'était une plus grande démocratisation parce que la sérendipité est assez marquée en bibliothèque. Vous venez chercher un livre, vous partez avec 15, c'est assez général. Et en littérature, c'est la même chose sur l'objet livre ou littéraire qu'il est. On vient chercher un roman et on apprend des choses. C'est assez fréquent aussi. Et donc, ce qui nous amène aussi à la deuxième révolution en bibliothèque, dont tu vas pouvoir nous parler en littérature, qui est celle de l'entrée du numérique. Le numérique nous a rendu les choses plus accessibles, plus visibles, plus repérables, et puis a dématérialisé l'objet culture. Fabula.org, qui est un objet littéraire essentiel, qui est celui que toi tu as créé, pour nous rendre accessible aussi une réflexion sur la littérature, me semble être justement un point d'entrée au numérique. Et même si quelqu'un comme Philippe Lejeune a travaillé sur l'auto-écriture et l'autofiction dans les récits, tu proposes aussi des accès sur la diversité littéraire dans Fabula. Fabula, c'est un site universitaire, mais vous avez énormément de sites maintenant. Une grande partie de la poésie, par exemple, a basculé en numérique. La poésie a beaucoup de mal à se faire éditer. Maintenant, vous la trouverez, je sais pas, sur un site comme Citadis en France. Une partie considérable de la création et de l'inventivité a basculé sur le numérique. Alors, je continue à lire et à écrire des livres papier. Je considère que l'immersion dans un livre papier, dans un livre unique, est une expérience très très importante, très intense. Et effectivement, il y a quelque chose de très particulier qui doit être préservé, qui va continuer. Moi, je ne crois pas du tout à la mort du livre, à la mort de la littérature, pas du tout. Mais je crois qu'à côté de cette expérience d'immersion dans le livre, parfois, je trouve qu'il y a plus de romanesque dans mon Facebook que dans les mauvais romans que je lis comme critique littéraire. Donc, je crois que la question du romanesque, la question du lyrisme, les attentes traditionnelles qu'on a par rapport à la littérature, parfois on peut les retrouver dans le numérique, la fantaisie aussi. Vous allez sur un site de fanfiction, des fictions de fans, vous allez trouver des choses qui sont absolument ébouriffantes et drôlissimes, et donc je crois la littérature, c'est clairement ce fait particulier qui a été inventé progressivement de la littérature lue silencieusement contre un arbre en dehors du monde, de cet écrivain lointain auquel vous allez vous voir un culte, auquel vous allez vous identifier mais que vous ne rencontrerez jamais, sur lequel vous allez fantasmer éventuellement, etc. Avec un pouvoir très fort de ce que vous lisez quand vous êtes immergé dans votre texte. Vous avez c'est ce vieux mythe qui traîne depuis Dante, où en disant l'histoire d'amour, on va être invité à se désirer. C'est Ballo et Francesca dans la Divine Comédie, hein. Et c'est encore aussi chez Flaubert, hein. Bovary, elle trompe son mari parce qu'elle a lu des romans où il fallait tromper son mari. Donc, il y a un pouvoir très fort, hein, de cette lecture silencieuse, de cette immersion, etc. Mais il y a aussi d'autres rapports à l'écrit, d'autres rapports au langage, d'autres manières de mettre en scène le travail avec le langage qui est propre à la littérature. Et de ce point de vue-là, le numérique apporte aussi sa pièce, hein, les poèmes sur Twitter, vous avez plein de forces extrêmement inventives, extrêmement intéressantes, hein, qui n'ont pas forcément comme vocation de finir sur le papier. Exploser les codes, réinventer le monde et finalement dépasser une certaine finitude, c'est là un des aspects de l'auteur et que l'on peut retrouver effectivement dans l'aspect numérique. Est-ce que tu dirais que c'est vraiment une modernité absolue, une nouveauté? On a beaucoup parlé de littérature contemporaine parce que c'est aussi son domaine d'expertise, mais tu citais Baudelaire et Flaubert comme étant finalement nos classiques, mais eux-mêmes en leur temps ont été l'objet de procès pour atteinte justement aux bonnes mœurs parce que ils allaient au-delà des codes et ils bouleversaient une écriture. Ouais, en fait, effectivement, eux ont été des héros en fait de l'émancipation de la littérature de la morale bourgeoise.
la première version des Fleurs du Masque, les lesbiennes, a été censurée par le préfet Pinard en 1867. Baudelaire a dû retirer 10 poèmes. La même année, Madame Bovary a été censurée aussi, même si personne en fait n'en a tenu compte. C'était l'époque où la grande question de la littérature, c'était celle de la liberté d'expression. C'est une époque où la littérature s'est beaucoup pensée dans son immoralité. L'immoralité de la littérature, ça voulait dire qu'elle était libre. Mais cette immoralité de la littérature, elle a conduit à penser que l'écrivain était quelqu'un au-dessus des lois, que l'écrivain avait une sorte de privilège, et que la littérature ne devait surtout pas poser des questions morales. Gilles disait, on ne fait pas des bons livres avec des bons sentiments, on fait que des mauvais livres avec des bons sentiments, et c'est l'idée que la littérature devait surplomber de très loin les problèmes moraux, les problèmes éthiques. Ça a vraiment beaucoup changé. Maintenant, clairement, on est à une époque où on est extrêmement vigilant au contenu des textes eux-mêmes. Regardez l'histoire de Gabriel Masneff, qui est un piètre écrivain, qui est un épouvantable personnage, pendant des décennies, a bénéficié d'une sorte de privilège, d'irresponsabilité, parce que c'était un écrivain, donc il avait le droit de décrire et de faire n'importe quoi. Et clairement, le sens de l'histoire, ça a profondément changé. Maintenant, au contraire, il s'est retrouvé privé de sa bourse du Centre national du livre, malheureusement, il y a des délais légaux qui interdisent de mettre en accusation, mais en tout cas, il est voué à un rapport beaucoup plus critique, et le fait qu'il soit écrivain ne le protège de plus rien. Et donc l'idée qu'il y ait une sorte de personne sacrée qui était écrivain dans son œuvre, Proust disait qu'il y avait deux auteurs, un auteur réel, une vraie personne, et puis un auteur construit par l'œuvre, et que l'auteur construit par l'œuvre, il était un petit peu au-dessus des lois, pourrait-on dire. Cette idée-là, elle a fait long feu. Maintenant, au contraire, on est extrêmement vigilant à ce que les livres apportent comme contenu, au point qu'on a pu s'inquiéter d'une nouvelle censure. Et c'est vrai que parfois, non seulement on considère que les livres ont un rôle, mais parfois qui peuvent choquer, qui peuvent troubler le lecteur. Et aux États-Unis, par exemple, on a ce qu'on appelle des trigger warnings. On prévient les gens, attention, dans ce récit, vous avez une scène d'amour non totalement consentie. Il y a eu beaucoup de polémiques il y a quelques années, parce qu'au programme d'agrégation, il y avait un texte de Chénier où il y avait une scène qui était une scène de viol, en fait. Un petit peu métaphorisée, un petit peu symbolisée, mais c'était clairement du non-consentement. Et donc, il y a eu une réaction des étudiants en disant comment on peut mettre un concours, un texte qui met en scène un viol, ça peut choquer, etc. Donc, on n'en est pas encore à la situation des nouvelles censures américaines, où il y a eu il n'y a pas très longtemps un bûcher. On a fait un autodafé de livres, et on a même brûlé des Tatars d'Amérique, comme étant un récit de la domination occidentale sur les Indiens, un texte très méprisant, comme l'est d'ailleurs Tintin au Congo, qui est quand même un texte qui a eu deux versions, parce que la première version était terriblement colonialiste. Et alors, que penser de ça? Effectivement, on peut s'inquiéter de ces censures, et clairement, on peut considérer que le passé n'était pas exactement fait des mêmes normes que les nôtres, et qu'il faut l'examiner de manière critique, sans pour autant le censurer. Moi, qui est ma position, je n'ai pas envie qu'on casse forcément toutes les statues, qu'on brûle les livres qui ne sont pas qui ne sont pas conformes aux normes actuelles. Maintenant, je considère qu'il est tout à fait légitime de se poser la question de ce qui est représenté dans les textes, de discuter avec les étudiants, effectivement, quand certains contenus peuvent être choquants, peuvent mettre en scène des formes de colonialisme ou de violence
à l'égard des femmes, des minorités. Je pense que c'est très important d'interroger le pouvoir d'action des livres sans tomber dans une nouvelle censure. Donc clairement, il faut circuler entre le 19e siècle où vous ne pouvez pas mettre en scène un adultère et une sorte de liberté absolue où on peut aller abuser les petites filles et parce qu'on est écrivain recevoir quand même une bourse de l'État. Je pense qu'il doit exister quelque chose qui est un entre-deux entre l'immoralité et l'invulnérabilité, l'inimputabilité juridique de l'écrivain et une censure qui interdirait à la littérature de se mêler des choses difficiles, des choses complexes, des formes de violence, des rapports parfois inégalitaires qui existent en ce moment, parce qu'il y en a et parce que malheureusement il y en a sans doute toujours. Je pense que ça touche deux questions. Ça touche à la fois sur la problématique de la théorie de la réception. Ce que l'auteur écrit est une chose et ce que le public en perçoit en est une autre. Tu parlais du risque de censure ou en même temps de ne pas laisser forcément tous écrire et ça évoquait pour moi le distinguo aussi entre la vraisemblance, le vraisemblable et la vérité. Le problème que je vois dans cette problématique contemporaine, c'est le fait de souvent confondre la fiction et la réalité. C'est un problème que l'on a sur la théorie de la réception, c'est aussi un problème qu'on a sur les fake news ou sur, d'une façon générale, vu sur Internet, n'est pas forcément synonyme de réalité. Ce qui est très compliqué, c'est que les écrivains, ils jouent toujours de la frontière entre la fiction et la réalité. Clairement, il y a eu beaucoup d'affaires juridiques ces dernières années parce que, par exemple, des écrivains mettaient en scène leurs histoires d'amour passées avec des personnages qui étaient à peine transposés de la vie réelle. Et clairement, l'écrivain, il est toujours celui, on ne peut pas empêcher un écrivain d'emprunter à son expérience, à ce qu'il a vécu du réel. Et très souvent, l'écrivain va jouer à la fois de la transposition fictionnelle, vous savez, cette formule qu'on a au cinéma, tout ce que vous allez voir n'est pas la réalité, aucun personnage réel n'est impliqué, et en même temps, le fait qu'on puisse toujours en faire. Donc il y a beaucoup de procès de personnages, de gens qui se reconnaissent dans les textes. Il n'y a pas très longtemps, je me suis reconnu dans un roman contemporain sous une figure qui était mi-figue, mi-raisin. Je ne vais pas non plus attaquer l'auteur pour diffamation, mais clairement, ce sont des vraies questions et il est difficile de les résoudre. Les juges, ils hésitent beaucoup. Le droit des personnages, il est très flottant. Dans certains cas, ça se retourne contre l'auteur. Dans d'autres cas, on considère que on ne peut pas vraiment reconnaître le personnage, donc le texte n'est pas censuré, mais c'est vraiment un terrain juridique absolument passionnant et dans lequel les écrivains jouent beaucoup. Notamment, Mathieu Daldon, il y a quelques années, avait fait un bouquin très étonnant, c'était le procès de Jean-Marie Le Pen. Il mettait en scène le procès que Jean-Marie Le Pen ferait à un livre l'ayant mis en scène. Et comme il était très dur à l'égard de Jean-Marie Le Pen, ça n'a pas manqué, Jean-Marie Le Pen a attaqué en justice le bouquin de Mathieu Daldon pour diffamation. Donc vous voyez, les écrivains, ils vont aussi un peu à la provocation, ils vont un petit peu jouer des limites, des ambiguïtés, de cette capacité de littérature, être à la fois la désignation très forte de ce qui est, et puis en même temps un geste d'écart, un geste de suspension de la crédibilité, puisqu'on ne croit pas non plus tout ce qu'on dit dans un livre. Et c'est très compliqué dans le champ contemporain, parce que beaucoup de textes sont des textes de non-fiction. Et là, le bac de lecture d'un texte de non-fiction, c'est un écrivain qui vous dit, là, c'est vraiment un reportage, tout est vrai. Donc, c'est compliqué. Vous avez des écrivains qui restent dans la fiction traditionnelle, la fiction romanesque traditionnelle, celle qui suspend votre scepticisme pour vous emmener dans un autre monde. Des écrivains qui choisissent
un pacte de non-fiction qui sont plus proches des enquêteurs, des journalistes, et là qui vous disent voilà, ben je raconte honnêtement quelque chose. C'est Florence Aubenas, c'est Noël Carrère, qui sont dans la non-fiction, quoique Carrère ait été obligé à cause de son ex-femme à changer d'ailleurs ça et à mettre dans son dernier récit. En fait, c'est inspiré d'événements réels, mais c'est pas tout à fait le réel, je pense que c'est bon. Et puis, toute une série d'écrivains qui jouent l'entre-deux, et qui sont tout à fait intéressants pour jouer l'entre-deux. Oui, c'est la construction, justement, de l'autofiction. De toutes les façons, toute écriture est une mise en scène, même lorsqu'elle se prétend inspirée directement d'événements. Donc, il y a une part de subjectivité, mais il y a aussi toute cette richesse de rendre visible, d'emmener son lecteur dans un monde qui est effectivement ambigu. C'est aussi le pouvoir d'évocation, qui peut-être justement ressort un peu plus lorsqu'on veut promouvoir des faits de société, sortir des minorités de leur champ d'invisibilisation à l'aide de la littérature. Donc c'est à la fois une richesse, mais il y a toujours ce risque-là d'autocensure ou de coupure. J'en veux pour exemple aujourd'hui le fait que la légitimité pour écrire en tant que un personnage de roman, assumé comme roman, mais qui met en scène une jeune femme noire, lorsqu'on a un homme blanc, pose des difficultés majeures d'écriture. C'est le problème de l'appropriation culturelle, qui est un autre problème, à savoir que on peut s'approprier l'expérience de quelqu'un d'autre. Alors là, pour le coup, moi j'ai une position qui est quand même relativement tranchée, c'est-à-dire que je suis tout à fait du côté des minorités, je suis très sensible à ça. Mon prochain bouquin s'appelle « Rendre justice ». En même temps, on ne peut pas non plus interdire le fait de se projeter dans une autre vie. La littérature, c'est quand même fondamentalement l'outil qui vous permet d'accéder à l'autre. Moi, il y a une histoire que j'aime bien raconter parce que je la trouve très forte. C'est l'idée que, en fait, c'est un mythe antique. Et en fait, à l'origine, on avait tous une espèce de petite fenêtre ici qui permettait de lire dans les pensées. C'était très pratique. Comme ça, je ne savais pas ce que vous étiez en train de penser en ce moment. Peut-être en train de pourquoi j'ai été à cette conférence plutôt que à regarder un épisode de Netflix. Enfin, je sais pas ce que vous pouvez penser. Et en fait, il y a une querelle entre deux dieux, entre Momus et Vulcain, et on a décidé de refermer la fenêtre. Et donc voilà, comme ça, maintenant, je ne vois plus que vos fronts, et je ne peux que deviner ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Eh bien, le mythe littéraire, c'est qu'en fait, c'est Laurent Stern qui raconte ça, en fait, la littérature, ça sert à ouvrir la fenêtre. Et clairement, c'est grâce à la littérature que j'essaye de comprendre comment on peut ressentir le monde d'une femme, par exemple. Mais aussi, que je peux moi-même me transformer, me mettre dans l'imaginaire d'une femme. Et je ne vois pas pourquoi un écrivain devrait s'interdire de faire parler une femme, si c'est un homme. Et le contraire. Vous lisez les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, qui, mieux qu'une femme du XXe siècle, a compris de l'intérieur ce que c'était qu'un empereur romain dans sa sexualité, dans sa virilité, dans son rapport au pouvoir, et aussi éloigné que soit Marguerite Yourcenar, sa capacité de projection dans une autre vie. Vous n'avez pas fait l'appropriation culturelle en disant seule la vie d'un empereur romain n'est pas portée par un empereur romain. Donc clairement, je crois qu'il faut absolument défendre l'idée que la littérature est le lieu où on peut se déplacer. Parce que sinon, on ne peut plus écrire autre chose qu'une expérience très directe et très immédiate. La littérature, c'est quand même aussi avec quoi vous faites des hypothèses. Et puis de toute façon, ce rapport immédiat à sa vérité, il est de toute façon construit. C'est pas parce que vous êtes, je sais pas, un homme blanc hétérosexuel que vous avez un savoir déjà préconstruit de ce que c'est. Il est sans doute un peu plus construit que si vous êtes dans une situation un peu moins dominante, mais c'est toujours toute expérience est construite par l'écriture, par le travail de récit, et il n'y a pas de naturalité à l'expérience. Donc, au fond, mon expérience d'homme, elle n'est pas plus naturelle que celle que je pourrais avoir si j'étais une femme, peut-être sans doute. Hein.
Donc, ce travail de construction, il est toujours là. Donc, il n'y a aucune raison d'exclure le fait de se construire dans d'autres vies que la sienne, comme dirait Malcolm. Bon, moi, je peux durer encore très longtemps parce que j'ai plein de questions, mais je pense que la salle, vous avez sans doute aussi quelques questions à poser. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. On a un micro pour qu'on puisse vous entendre si vous souhaitez prendre la parole. Ce sera avec plaisir. Je viens de poser deux questions, donc j'ai lu votre page avec grand intérêt, et je trouve très intéressant finalement une tension entre d'une part l'extension de l'idée de littérature, qui est l'objet de votre livre, et finalement de nouvelles limites. C'est-à-dire que dans certains pays, si on est noir, si on est blanc, on ne peut pas écrire à la première personne l'histoire d'un noir, ou si on est en France, on ne peut pas traduire un livre écrit par un noir, ou une noire en l'occurrence. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ces tensions, ou ce type d'extension, vous la constatez dans d'autres arts que la littérature? Est-ce qu'il y a un parallèle à faire? Vous parlez de la performance, vous parlez de Sophie Calle. Et puis, une question peut-être anecdotique ou de l'ordre du potin, puisque vous avez lu l'ouvrage de Finkielkraut, qu'est-ce qu'il vous reproche? Alors, je crois que de nouvelles responsabilités pour l'art, c'est la contrepartie de nouveaux pouvoirs, d'une nouvelle importance. On ne peut pas dire à la fois la littérature, elle permet de poser le problème du consentement, pour reprendre le titre du texte de Vanessa Springora. On ne peut pas dire la littérature, elle nous aide à comprendre l'altérité des personnages invisibilisés par la société, sans dire elle est responsable d'être juste dans son discours. Donc clairement, la censure est un danger, mais la responsabilité, y compris la responsabilité juridique, c'est la contrepartie de l'importance de quelque chose. C'est la seule manière de ne pas avoir de responsabilité juridique, c'est d'être dans un espace où vous ne touchez pas au réel. Effectivement, quand vous faites reprier, le risque de censure est très très faible. Quand vous racontez l'histoire d'une gomme ou d'un plafonnier, vous n'avez pas beaucoup de risques de vous retrouver devant un procès pour avoir évoqué quelque chose qui était un personnage humain ou en procès public pour appropriation culturelle parce que vous êtes représenté la vie d'une femme autochtone. Bon. Donc, à nouveau pouvoir, nouvelle responsabilité. Moi, je trouve ça tout à fait légitime. Hein. Ensuite, moi, je pense, je fais confiance dans la société pour réguler ça. L'affaire de l'autodafé, de ces bouquins brûlés au Canada a fait le tour du monde. Ça fait il y a 3 jours. Mes collègues canadiens ne parlent plus que de ça, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que ça fait l'unanimité quasiment contre ça. Lorsqu'il y a eu ce scandale des blackface où une association proche du CRAN a voulu censurer une pièce de théâtre où pour reproduire le mythe antique, un acteur avait un maquillage noir. L'immense majorité, la quasi-unanimité des intellectuels, des artistes ont défendu le travail de ce groupe de théâtre qui faisait que reprendre des pratiques antiques. Donc, il ne faut pas non plus exagérer l'ampleur des menaces de censure qui pèsent. Ce qui se passe dans certaines universités américaines, puritaines, protestantes, c'est quand même extrêmement minoritaire et c'est très débattu. Et heureusement en France, on a une vieille tradition d'insolence qui fait qu'on est un tout petit peu protégé de ce nouveau puritanisme, je pense. Hein.
clairement. Alors maintenant, vous demandez pour le bouquin de Philippe Delcroix, j'ai pas voulu l'acheter, donc j'ai juste lu les 2 ou 3 premières pages qu'il y avait sur le site de l'éditeur, et dans les 2 ou 3 premières pages, je me trouve attaqué parce qu'il considère que je me réjouis de la démocratisation de la littérature. Et donc on ne doit pas se réjouir de la démocratisation de la littérature, que la littérature ne peut pas être démocratique, elle perd son sens à être démocratique, parce que ça ne peut pas appartenir à tout le monde, le génie littéraire, vous comprenez, c'est seulement les happy few. Et sur le lien avec d'autres arts, je ne suis pas assez, mais bon, les questions de censure et de responsabilité, ils se posent clairement au cinéma. non, je pensais à l'idée d'extension de la notion de valeur, finalement. Oui, moi, je crois clairement le numérique, les formes d'art amateur, le mélange entre les arts, ont clairement repoussé les frontières de l'art. Hein, le land art, le vidéo art, l'art en performance, l'art conceptuel ont quand même très largement ouvert ce qu'était le champ des arts graphiques, par exemple. J'allais poser la même question. Est-ce que le théâtre, justement, ne fait pas rejoindre les performances qui peuvent être littéraires avec des mots et les performances artistiques? Est-ce que le théâtre... Le théâtre, c'est un cas très, très intéressant parce que, d'une part, il y a clairement cette opposition entre le théâtre public et le théâtre privé. Le théâtre public est expérimental, risqué, difficile, exigeant. Donc lui, c'est l'idée esthétique, moi, ce que j'appelle l'idée esthétique du théâtre, hein, comme travail de la forme, de l'espace scénique, de ce que c'est qu'un acteur, de ce que c'est qu'une langue, de ce que c'est qu'une voix, etc. Et puis un théâtre grand public, un théâtre qui va frontalement, là, comme ça, sans pudeur, au-devant des attentes des publics, et le théâtre privé. Et les deux mondes se regardent comme des chiens de faïence, de la même manière que les écrivains de la collection de planches de Gallimard regardent les écrivains de l'édition Fixo avec un mépris et des rapports compliqués. Donc il y a clairement au théâtre déjà cette opposition entre cette idéal esthétique et ce théâtre de société, en société. Dans le théâtre public, il y a aussi clairement une exploration des frontières de l'art. Et effectivement, l'avant-dernier spectacle que j'ai été voir, le dernier c'était une performance de Marina Abramovic, et l'avant-dernier c'était un théâtre dans lequel la moitié du spectacle était dans les couloirs et en dehors de la salle. Donc effectivement, il y a beaucoup d'expérimentation de théâtre hors le théâtre, de théâtre performance. Madame ? Vous avez posé une question tout à l'heure, à laquelle vous n'avez pas répondu. Qu'est-ce qu'un bon roman? Qu'est-ce qu'un bon roman? D'abord, est-ce qu'on doit, j'ai envie de déplacer la question, dans quelles circonstances, pour quelles raisons doit-on dire qu'un roman est bon ou pas? Je pense que les circonstances sont différentes. Il y a un bon roman pour vous, un bon roman pour votre cousine, un bon roman pour le prix Goncourt, un bon roman pour l'Académie française, un bon roman pour l'institution scolaire et la lecture dans le collège. Donc toutes ces raisons d'être un bon roman ne se recoupent pas. On ne fait pas lire à ses enfants les mêmes choses, quel que soit leur âge. On peut trouver bon pour soi un très mauvais roman. Un très mauvais roman. Le Feu, là, que je suis en train de dire de Marie Pourchet, cette histoire, je ne sais pas si c'est un bon roman. Je ne sais pas, je trouve que c'est un roman fort, que c'est un roman juste. Et puis le mot bon, il est ambigu, parce que dans le bon, c'est à la fois une réussite esthétique, et puis en même temps une réussite morale. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui va vous faire du bien, qu'est-ce qui va... un roman réussi peut être mauvais pour vous, s'il est trop dur, trop difficile. Je déconseille la lecture de Dostoïevski ou dépressif. Un roman peut être bon esthétiquement sans être bon au moment où vous le lisez.
Donc c'est une question compliquée, la question de qu'est-ce que c'est qu'un beau roman. Je pense qu'elle superpose beaucoup de questions. Oui, je pensais que par bon, dans bon, il y a une question, une position morale, je dirais aussi. Alors, il y a le bon côté esthétique, côté littéraire, et puis le bon côté moral. Et là, je trouve qu'il y a une opposition et que ce mot bon est très ambigu. C'est compliqué. Est-ce que Céline, c'est un bon, est-ce que Voyage au bout de la nuit, c'est un bon roman? Oui. C'est un roman du défaitisme, c'est un roman qui met en scène le colonialisme. On peut pas vraiment dire que les femmes chez Céline soient tout à fait bien traitées. Mais est-ce que c'est un bon roman? Oui, c'est un roman extraordinaire en même temps. Donc, c'est dans le mot beau roman, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile. Très ambigu. Très ambigu. Juste une petite question au sujet de ce dont vous parliez, c'est-à-dire la démocratisation, la porosité, une certaine porosité de la littérature. À ce moment-là, ce qui est un bien en soi, évidemment, mais je me demande à ces moments-là où le débat sur le cancel culture est devenu vraiment très inquiétant, je me demande si cette porosité qui peut être aussi une banalisation au sens étymologique, justement. C'est-à-dire que la littérature sort de ses propres et qui entre dans tous les autres domaines. Si ces deux phénomènes peuvent être rattachés, c'est-à-dire le moment où tous les moyens sont prioritaires par rapport à des contenus, à des idées, etc. Parce qu'on parle un peu d'une surreprésentation des moyens. Là, le numérique, disons, les supports deviennent surreprésentés par rapport aux livres, à ce qu'on dit de la littérature. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Clairement, le support a beaucoup d'importance. Cette vieille formule, the medium is a message, le médium est le message. Et clairement, c'est le choix du support, ça compte beaucoup. Effectivement, on peut peut-être s'inquiéter que l'art ne dépense que de l'énergie à imaginer le dispositif plus que le sujet. Enfin, on peut en tout cas s'interroger sur ce type d'opposition. Alors, la question de la cancel culture, c'est peut-être un petit peu celle qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire une littérature qui est dans toutes les questions de société. Est-ce qu'elle se banalise pas au point qu'on voit plus la frontière entre le témoignage à la première personne et le vrai travail littéraire? Je crois quand même que il y a des critères qui font que un texte porte du sens. Je crois que moi j'aime bien les critères de justesse, les critères de densité, les critères d'intensité. Je crois que ça permet quand même de caractériser certains textes comme étant plus forts, plus importants que d'autres. Donc, c'est pas que je considère que on doit totalement se passer de critères de distinction. Et je pense que les critères de distinction ne sont pas toujours les mêmes tout le temps dans toutes les circonstances, et que ces critères de distinction ne sont pas que la beauté esthétique abstraite. Voilà. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'en France et dans les pays francophones, on a toujours comme titre l'histoire des dictinaires, ou est-ce qu'on a aussi basculé dans ce genre de stupidité pour moi? Je crois qu'ils ont la nouvelle traduction a changé la formule. Effectivement, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on fait de nos statuts, de notre patrimoine, de nos habitudes, de nos mauvaises habitudes, qu'est-ce qu'on fait de ce vocabulaire méprisant qu'on a un peu incorporé dans nos circuits culturels habituels? Comment on fait pour des œuvres du passé? Enfin, parce que si on censure tout, rien ne survivra. C'est rayer l'histoire. Pardon? C'est rayer l'histoire. Si on peut pas rayer l'histoire. En même temps, on peut pas non plus ne pas avoir un regard constamment critique sur elle. Donc, est-ce qu'il faut casser toutes les statues de l'époque où la France vivait de la traite négrière?
Est-ce qu'il faut peut-être faire d'autres statuts, mettre des panneaux, expliquer? Je pense qu'il y a des solutions intermédiaires. Moi, je suis profondément centriste, donc je pense qu'il ne faut pas basculer ni dans l'idée que le passé est monumental, intouchable, non critiquable, ni dans l'idée que il faut tout reprendre à zéro. Je pense que les deux idées sont assez dangereuses, et je crois qu'un regard critique, alors effectivement c'est très très compliqué pour ce mot nègre, hein, qui est imprononçable aux États-Unis, même pour des œuvres du passé, qui est très délicat d'usage. Lorsque le bal nègre a réouvert il y a quelques années, ils ont finalement, après avoir voulu réouvrir sous le titre historique de bal nègre, renoncer à ce terme-là et trouver une autre formule. Donc je pense qu'on peut avoir des accommodements raisonnables, hein, pour reprendre la formule canadienne, qui prennent en compte des susceptibilités sans verser dans l'anachronisme. Hein. On va pas le mot nègre, il est présent chez Joséphine Baker, qui va rentrer au Panthéon. Hein. Donc clairement, on peut pas non plus ignorer toute notre culture qui n'avait pas forcément les mêmes critères éthiques que l'écrivain contemporain. S'il reste une question dans la salle, vous pouvez la poser ou vous taire à jamais. En tous les cas, Alexandre, un grand merci pour ce temps de rencontre et de partage. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a encore plus envie de lire le livre pour ceux qui ne l'ont pas lu, ou de relire ce livre pour ceux qui l'ont effectivement lu et ont accompagné cette lecture d'une réflexion. Je vois si n'hésitez pas à m'écrire de manière plus personnelle sur Twitter ou sur mon mail. Je serai très heureux de continuer à interagir avec vous. Merci. Juste une petite question. Je vous en prie. Vous avez prononcé le mot d'écrivain maudit tout à l'heure. Et je me demandais si, actuellement, il y avait encore des écrivains maudits. Alors, il y a des écrivains qui s'identifient encore à ce vieux modèle romantique, Oui, sauf à l'adolescence. Je pensais au sens Oui, non, je crois que ça continue de fonctionner. En fait, je crois qu'il y a à la fois une conception plus moderne de l'écrivain entrepreneur, et puis en même temps une vieille conception qui circule. Je pense que les deux conceptions sont circulées. Non, il y a des jeunes écrivains qui sont encore dans cette idée qu'il faut être pauvre, malheureux, et que si on n'est pas malheureux, si on ne souffre pas, on n'écrit pas. Je crois que c'est encore présent dans notre imaginaire culturel. Oui, mais je voulais dire par écrivain maudit des écrivains qui n'est pas bon, qui n'est pas moral, qui n'est pas acceptable de lire ou de promouvoir actuellement. C'est pas forcément la question maudit à ce moment-là. Mais si, dans le sens maudit, où on n'écrit pas, où on ne les accepte pas dans le forum des écrivains acceptables, visibles. Il y a plein de raisons. Il y a des écrivains qui sont maudits parce que ils ont trop de succès, ou ils ont une réputation d'être... Je vous renvoie d'ailleurs sur le dernier ouvrage que tu as fait sur la fabrique justement des best-sellers. Guillaume Musso, c'est un écrivain maudit à l'université, par exemple. Ah ben voilà. Clairement. Voilà. Si vous voulez un reste un peu maudit. Oui, par exemple. Mais bon, il y en a qui sont maudits pour d'autres raisons. Oui, justement. Est-ce qu'il y en a qu'on ne connaît pas? Il y a encore des écrivains maudits. Qui ne peuvent pas être édités, par exemple. Oui, mais alors, des écrivains qui ne sont pas édités, il y en a beaucoup. C'est compliqué d'être édité. Enfin, je dînais hier soir après le festival avec une copine poétesse que je trouve absolument géniale, qui n'a pas d'éditeur. Elle pourrait s'imaginer écrivain maudit. Moi, je pense que c'est juste parce qu'elle n'a pas été au bon moment, dans le bon réseau, dans la bonne circulation. Donc, effectivement, c'est une position un petit peu aussi... quand on n'a pas réussi, se penser comme maudit est une manière de s'identifier à un idéal de marginalité qui est celui du grand écrivain qui sera redécouvert dans 2 siècles, qu'on a ignoré, Gérard de Nerval qui est mort anonyme, possiblement, enfin, etc. Donc, c'est un vieux mythe, l'écrivain maudit. C'est un vieux mythe pour dire des situations très compliquées et très différentes. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire exactement. Je pensais que actuellement on se glorifie
d'avoir une grande ouverture d'esprit, d'être capable d'éditer ou de parler ou de dire tout ce qu'on a envie de dire. Et moi, je me demande s'il n'y a pas quand même des gens qui ne sont pas tout à fait dans la norme actuelle et qui Mais en n'arrivent fait, pas à faire entendre. Alors, si on considère qu'il y a, non pas 10%, mais seulement 7% des Français qui produisent une œuvre littéraire, ce que le rapport sur les pratiques culturelles des Français de l'ADEPE, du département de la culture, a montré, ça fait quand même pas mal de millions d'écrivains potentiels. Tous ne sont pas effectivement lus, édités sur les librairies. Il y a déjà 530 romans dans la rentrée littéraire. Bon, je considère qu'il y a déjà quand même une variété de tons, de styles, de sensibilités extraordinaires, un pluralisme immense. Maintenant, effectivement, malgré ce pluralisme, malgré cette hyperproduction, il n'y a aucun pays au monde où on édite autant de bouquins, autant de nouveaux auteurs qu'en France. Effectivement, il y a forcément des gens qui, malgré ça, n'ont pas trouvé leur place. Mais je pense pas que dans les milliers d'éditeurs français, il y ait une ligne unique. Hein, des éditions de minuit aux éditions Fixo, d'un petit éditeur régionaliste, Archive-Grasset, vous avez une pluralité de lignes éditoriales qui font que si juste vous êtes maudit, c'est que vous n'avez pas eu de chance qui arrive d'être édité, ou peut-être que vous écrivez pas suffisamment intéressant et vraiment pas du tout. C'est pas ce que je voulais dire. Merci beaucoup Alexandre pour ce temps de rencontre et d'échange.